ce qui va caractériser cet entre-deux-guerres, c'est pour la première fois les opérations qu'on va qualifier des opérations sur les théâtres extérieurs. Et où là, on voit que les troupes d'Afrique et les troupes coloniales vont être les véritables bêtes de somme du système impérial français. En particulier, et on va le voir, et ça a été à plusieurs reprises signalé par les intervenants, cet écartèlement entre l'armée du Rhin, entre les troupes du Levant ou entre les enjeux du Maghreb. Et on va voir que les armées, en particulier ces deux grands corps d'armée, l'armée d'Afrique et l'armée coloniale, vont être écartelés, y compris à travers la personnalité de leur chef. Mais je vais y revenir. Et donc il faut... une fois qu'on a démobilisé, qu'on a renvoyé dans leur foyer les soldats métropolitains, épuisés par 4 années de guerre, évidemment, on va plus que jamais, pour un certain nombre de troupes de souveraineté, faire appel aux tirailleurs indigènes. Tandis, et en particulier, avec un exemple qui sera suivi de très très graves conséquences, l'occupation d'un secteur des rives du Rhin par l'armée noire, qui va conduire les Allemands à cette propagande délirante de la honte noire, qui est une propagande qui va même voir mettre en œuvre des films. Il va y avoir des faux films dans lesquels des figurants africains seront filmés en train de violer des femmes allemandes. Hitler parlera de la négrification du sang allemand. Cette campagne de la honte noire était liée au fait que la rive du Rhin était occupée par quelques régiments de tirailleurs, assez peu en fait, tirailleurs sénégalais, malgaches et nord-africains. Mais les Allemands vont en faire un très très puissant levier, d'ailleurs très curieusement pas tellement en direction de la France, mais en direction des États-Unis. Les États-Unis pratiquent encore à l'époque la ségrégation, et qu'évidemment c'est un discours que les Allemands veulent faire entendre aux États-Unis et en Angleterre au moment où on discute évidemment les suites, le traité de Versailles et ses suites, et en particulier les réparations financières. Et cette honte noire, mais je ne m'appesantirai pas sur le sujet car d'autres l'ont fait, aura des conséquences énormes. En 1940, il y a un livre qui vient de sortir très récemment aux éditions Perrin, où il semblerait qu'il y ait une véritable mise en place de la part du commandement allemand de mesures visant à supprimer, ou en tout cas à très fortement réprimer la présence de soldats africains. Et on est en train maintenant, parce que les corps ont été assez peu retrouvés, d'estimer entre 2 et 3 000, voire plus, le nombre de soldats africains noirs victimes finalement de cette suite racialisante de la honte noire. Donc, on va mettre beaucoup de temps, malgré tout. Il y a 35 000 hommes qui sont affectés en Allemagne, dont une division marocaine, 33 bataillons de tirailleurs algériens et marocains, une brigade de Spey, un régiment de Zouaves, un de Sénégalais et 3 000 malgaches. Mais malgré tout, le gouvernement, s'il les retire, va mettre du temps à les retirer, mais les retire, ce qui accrédite auprès des Allemands l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si le gouvernement français retire ses troupes indigènes, c'est qu'il s'est passé des choses. Hein. Alors pour la petite anecdote, je ne peux pas hésiter à vous le citer. Évidemment, l'armée française va missionner une mission d'enquête qui va être dirigée par un capitaine d'infanterie coloniale et qui va aller jusqu'en Afrique et qui va au contraire dire que ce sont les soldats africains qui sont harcelés par les femmes allemandes, ce qui d'ailleurs crée des troubles considérables dans les villages africains où on ne comprend pas qu'on reçoive des lettres énamourées, etc. Et il va les produire dans cette enquête pour prouver qu'en fait, ce sont nos braves tirailleurs qui ont été harcelés par les femmes allemandes. Donc, je peux vous imaginer de quel qualificatif on les affuble. Et il joint des photos où on voit un brave adjudant de tirailleurs entouré de 2 Gretchen avec des nattes comme ça qui l'entourent amoureusement. C'était la contre-offensive française à l'Honte Noire. Mais en tout cas, elle va très, très durablement marquer les esprits. Alors, hormis l'Allemagne, évidemment, la France déploie des troupes dans d'autres pays vaincus. Je cite Clayton, la France, incapable d'assurer ses engagements avec les troupes métropolitaines, doit se rabattre sur les tirailleurs algériens et sénégalais qui deviennent les bêtes de somme du système impérial français. Hein. Il est vrai qu'en juin 1919, 5 régiments à 3 bataillons de tirailleurs algériens, on l'oublie complètement, et tunisiens, stationnent en Hongrie. Il y en a un autre à Istanbul. Il y a 2 régiments à 2 bataillons sur le bas Danube. On oublie qu'à la même époque, en 1919, il y a un bataillon colonial sibérien dans lequel il y a une grosse compagnie indo-chinoise qui est à Vladivostok et qui participe aux quelques tentatives que font les Français pour soutenir les armées blanches. Dès 1918, il y a 5 régiments de marche à 3 bataillons, c'est les gros régiments de l'époque, renforcent les 6 bataillons stationnés au Maroc. Hein, on revient au Maroc. Tandis que 6 régiments supplémentaires partent ou vont partir pour la Syrie et le Liban, où là aussi éclate un certain nombre de troubles.
Ainsi, au total, 120 bataillons algériens ou tunisiens, c'est énorme, hein, 120 bataillons, ce sont des bataillons en 1000 hommes pratiquement à l'époque, hein, servent ainsi en France, en Allemagne, en Turquie ou au Levant. Au début des années 20, l'armée d'Afrique fournit 33 bataillons pour les 11 régiments en garnison en Allemagne, 4 bataillons pour le régiment d'Istanbul, 9 bataillons pour les régiments au Maroc, 8 bataillons en Algérie et en Tunisie, 32 bataillons pour les régiments en Syrie, soit 111 bataillons pour 37 régiments de tirailleurs algériens et marocains, auxquels s'ajoutent 4 régiments de ce pays, un de chasseurs d'Afrique en Turquie et au Levant, et 18 bataillons, pardonnez-moi les chiffres, mais c'est impressionnant, hein, et 18 bataillons pour les 6 régiments de tirailleurs marocains qui servent en Allemagne, dont certains rentrent au Maroc pour la campagne qui s'ouvre. Les troupes coloniales ne sont pas en reste, car outre les unités stationnées en France, il y a je rappelle, 9 régiments d'infanterie coloniale ou d'artillerie coloniale en France, il y a 2 régiments de tirailleurs sénégalais, il y a 2 régiments de tirailleurs malgaches, il y a un régiment d'infanterie coloniale en Allemagne, il y a 2 régiments de tirailleurs sénégalais en Algérie, un régiment d'infanterie coloniale au Levant, 4 régiments de tirailleurs sénégalais au Levant. Oui, un petit peu, elle est mobilisée, cette armée, au sortir de la Grande Guerre. Il y a encore le RICM, le régiment d'infanterie coloniale, qui est au Maroc, 4 RTS, donc je le disais, un détachement à Istanbul, 2 régiments d'infanterie coloniale encore en Indochine. Enfin, je pourrais décliner encore de nombreux bataillons en AOF, à Madagascar, 5 RTS en AOF, 5 régiments en AOF, 2 en Afrique équatoriale et 1 à Madagascar. Donc on voit bien que cette mise en place ne va pas sans difficulté. Il y a des affrontements violents, hein, qui accompagnent ces opérations de redéploiement ou de relève des Alliés en Cilicie en 1919, en Syrie au sud Liban en 1921, dans le Djebel Druze, combat féroce dans le Djebel Druze en 1922, sur l'Euphrate en 1921-23, et des combats qui, dans le désert, vont durer parfois jusqu'en 1927. Alors, ces théâtres d'opérations extérieures qu'on vient de citer, de 1920 à 1939, l'armée va intervenir dans ces théâtres, qui d'ailleurs vont être pérennisés par la création d'une seconde croix de guerre, hein, qui est créée spécialement à cet effet-là, qui est la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, et qui leur est dédiée en 1921. Donc on voit bien tout d'un coup l'importance que revêtent ces opérations, alors qu'on pouvait penser que la guerre terminée, le temps de la paix était venu. Donc je ne reviendrai pas sur les détails, c'est une loi qui a été mise en place, qui était prévue depuis longtemps, et finalement l'arrêt des hostilités l'a un petit peu mis sous le boisseau, et puis on l'a remise à Lougain, et elle sort en septembre 1921. Alors, il y a 2 théâtres d'intervention majeurs pour maintenir cette souveraineté française. Il y a bien entendu le Maroc, on l'a vu, hein, 2 reprises, en 1924, face au soulèvement d'Abdelkrim, et ensuite au début des années 30, pour l'achèvement de ce qu'on appelle la pacification, de même qu'au Levant, pour réprimer le soulèvement du Djebel Druze en 1925-26. Alors, nous ne reviendrons pas sur les opérations du Maroc, on vient de le faire. Rapidement, au Levant, après une tentative de règlement diplomatique de la crise, les effectifs militaires ont été réduits de 50 000 à 15 000 hommes. Et on le disait, succédant au général Weygand, le général Sarrail prend un certain nombre de mesures qui relancent la contestation. Je crois que la nomination de Sarrail n'a pas été, sur le plan diplomatique, une réussite, et va à nouveau enflammer la région. Et donc, Damas est assiégé, une grande partie du territoire n'est plus sous contrôle, et cette révolte intervient au moment même où la campagne du Maroc est en cours. Donc on a un gros problème, et donc ça fait peser une grave menace. Et à la fois ces opérations au Maroc, ces opérations au Liban, on voit bien qu'il y a donc ce mouvement pourrait devenir cohérent et extrêmement menaçant pour la souveraineté française. Et là aussi, ça va donc mobiliser énormément de troupes. À la fin de l'année 1926, le règlement de l'affaire du Maroc permet de reporter les effectifs sur le Levant et de les remonter à 40 000 hommes. Donc ils étaient à 50 000 hommes, ils sont redescendus à 15 000 et ils remontent à 40 000. Je ne vous citerai pas la liste, vous la trouverez dans la communication écrite, mais c'est quand même très important. Il y a des dizaines de régiments, il y a 12 régiments de ce pays. Il y a 21 régiments de cavalerie, il y a des escadrons, enfin c'est absolument énorme. Et sans compter, ce qui est extrêmement important dans ces troupes, ce sont les renforts de ce qu'on appelle les troupes supplétives locales, qui en particulier au Levant vont être extrêmement importantes. Il y a 6 bataillons, 4 escadrons réguliers, une trentaine d'escadrons irréguliers, parmi lesquels ces célèbres Tcherkesses, on va trouver les escadrons de Tcherkesses, les escadrons de Russes, mais il y aura encore des escadrons alaouites.
il y aura des escadrons kurdes, il y aura des escadrons oranais, alors oranais HAU, hein, de l'Oran, il y aura des escadrons de Tchétchènes, on va recruter des escadrons de Tchétchènes. Il y aura également des chasseurs libanais. Donc tout ça va représenter une force extrêmement importante et qui témoigne bien, en même temps de ce dont vous parliez ce matin, de la diversité, en même temps de la diversité de l'opposition entre toutes ces forces, dont se sert d'ailleurs le pouvoir, l'autorité militaire pour recruter. Il est clair qu'un certain nombre d'escadrons druzes en particulier sont recrutés parce qu'entre les différents clans druzes, il y a énormément de tensions et qu'il est plus facile à la France de recruter dans ces conditions-là. Alors il y a quand même plusieurs engagements secondaires qu'on oublie à la même époque, outre-mer. Il y en a 2 en Afrique, ce qu'on a appelé le soulèvement Baya, dans l'Afrique centrale en 28-30, et puis la fin de la pacification de la Mauritanie. Il ne faut pas oublier que la Mauritanie, dans ces années-là, est toujours une zone de combat. Et puis, il va également y avoir, j'y reviendrai plus tard, en Indochine, la répression extrêmement sévère, extrêmement longue et dure de la mutinerie de Yen Bai, au nord tonkin, en 1930. Tout ça se passe en même temps. Donc on voit bien que l'autorité coloniale, les colonnes de l'Empire français sont tout de même soumises à des secousses extrêmement importantes. Et ne vont pas être sans incidence sur à la fois le recrutement, le besoin de recrutement et l'écartèlement auquel vont être soumises la direction des troupes coloniales ou de la direction de la guerre pour les différents choix des théâtres d'opération et les moyens y affectés au moment même où en Europe également les dangers croissent. Donc, il y a également encore des opérations en Tunisie de police, qu'on appelle des opérations de police, mais qui parfois vont bien plus loin que des simples opérations de maintien de l'ordre. Il y a également des troubles en côte française et Somalie. Vous vous souvenez, l'administrateur Bernard est assassiné. Il y a également en Éthiopie des troubles frontaliers. Mais l'événement, évidemment, qui marque le plus, en tout cas dans l'infanterie coloniale, et qui sera lourd de sens, parce que ça va entraîner un déficit, un manque, une absence, une perte de confiance des tirailleurs indochinois, qui va entraîner, à mon avis, une partie de nos cadres à ne pas bien percevoir les qualités et les capacités du combattant indochinois lorsque se déclenchera une autre guerre 15 ans plus tard, c'est la révolte de Yen Bai. Alors Yen Bai, qu'est-ce que c'est? C'est un soulèvement à l'époque, le Parti communiste, d'ailleurs, va être créé au même moment. Là. Yen Bai éclate le 6 février 1930. À la même époque, Nguyen Ai Quoc, le futur Ho Chi Minh, crée à partir de Hong Kong le Parti communiste indo-chinois. Mais la révolte de Yen Bai est menée par ce qui deviendra l'ennemi irréductible du Parti communiste indo-chinois, c'est le VNQDD, le Vietnam Quoc Dang, qui est le parti nationaliste clandestin vietnamien. 60 tirailleurs tentent de s'emparer de la garnison de Yen Bai, qui est au nord tonkin, assassinent 6 officiers et sous-officiers, on blesse grièvement 3 autres. La majorité des tirailleurs ne suit pas le mouvement. Ils tentent de s'emparer de l'armurerie. Le mouvement s'étend à d'autres garnisons. Et là, tout d'un coup, pour le commandement français en Indochine, c'est un petit peu la découverte de quelque chose qu'on n'imaginait pas. Ça va entraîner le durcissement, évidemment, des mesures de police. Ça va entraîner la réorganisation des services de renseignement et des services de la sûreté, qui désormais vont travailler en étroite collaboration avec la sûreté militaire. Ça va surtout entraîner la mutation de pratiquement 50% des tirailleurs au nord tonkin. Un certain nombre d'entre eux sont exclus des armées. Il y aura évidemment des condamnations à mort assez nombreuses et une méfiance extrêmement importante qui va également se traduire par le fait que, n'ayant plus confiance dans les tirailleurs indo-chinois, se pose à nouveau le problème de comment assurer la souveraineté d'une colonie dans laquelle on ne peut plus s'appuyer sur des régiments qu'on croyait jusqu'alors fidèles. Alors, il y avait déjà eu le complot des empoisonneurs à Hanoï, qui étaient 4 artilleurs du 4e régiment d'artillerie coloniale qui avaient versé du datura dans le menu de leurs officiers à Hanoï, qui avait fait quand même une dizaine de morts, qui avait déjà profondément marqué les esprits, qui fait qu'on a hésité
à engager les tirailleurs indo-chinois dans la Grande Guerre et qu'il a fallu attendre le manque de bras en 1916 pour que réellement on les fasse venir. En Indochine, à nouveau, se pose le problème de la confiance, se pose pour le commandement le problème de la confiance, alors que le problème ne se pose pas pour les Africains. En Indochine se pose le problème de la confiance qu'on peut accorder à des hommes, y compris la confiance dans le fait de faire des cadres, d'en faire des cadres qui pourraient devenir des éléments porteurs d'un discours. C'est toute l'ambiguïté du fait colonial, elle est là. Comment peut-on à la fois apporter un discours civilisateur, comment peut-on apporter l'éducation, comment peut-on apporter le discours de liberté, ce que les Vietnamiens rappellent sans arrêt, comment pouvez-vous nous avoir apporté Victor Hugo, Montesquieu, etc., et en même temps nous maintenir sous la férule coloniale. Donc on voit bien là, pour l'armée coloniale, un vrai problème. Alors, je dirais que, mais je laisserai Madame en parler tout à l'heure, sans doute, c'est pas concomitant, parce que les projets sont depuis longtemps, mais au même moment vont se dérouler deux fêtes, au sens propre du terme, de manifestations extrêmement importantes, les commémorations organisées dans le cadre du 100e anniversaire de la prise en main de l'occupation de l'Algérie et celle de l'exposition coloniale de 1931. Alors, il faut quand même faire un petit rappel. Jusqu'en 1921, date de sa disparition, le grand personnage de ce qu'on pourrait appeler le parti colonial, on dirait aujourd'hui du lobby colonial, en place depuis la fin du 19e, c'est Eugène Etienne. Eugène Etienne, qui est la figure absolument irremplaçable du parti colonial et qui a toujours été un soutien très fervent des armées. Et Eugène Etienne incarne le discours très typiquement civilisateur. C'est un partisan de l'ordre, du rôle éducateur, l'armée arche sacrée de la nation, qui l'est d'autant plus que depuis 1905, le service militaire est devenu égalitaire, obligatoire, universel. C'est vraiment... un de mes confrères historiens a pu dire que le paysan français est entré dans la porte du XXe siècle par la porte de la caserne. C'est ce rôle-là qu'on dévolue évidemment éminemment aussi à l'armée coloniale, puisqu'elle va jouer ce rôle de formation auprès des populations indigènes. Donc Étienne soutient cette vision-là. Son successeur, c'est Albert Sarraut. Et Albert Sarraut, je dirais, est un autre bois, c'est un autre personnage. Lui est plus favorable, il est plus moderne, je dirais. Il est favorable à une certaine ouverture. Et surtout, son truc à lui, c'est l'économie. C'est essentiellement développer l'économie. Donc il a mis sur pied une espèce d'énorme mission extrêmement ambitieuse destinée à recenser toutes les possibilités économiques que pourraient fournir les colonies de façon à les mettre réellement... en pratique et attirer les investisseurs. Le maître mot de Sarraut, c'est attirer les investisseurs. Mais on l'a vu ce matin, au sortir d'une guerre dévastatrice et dans une Europe au contour extrêmement équivoque dessinée lors du traité de Versailles, vous le disiez ce matin, cher Frédéric, ces projets ne résistent pas réellement à l'état des finances. Vous le savez, je crois que beaucoup d'entre vous ont servi dans les armées ou dans la fonction publique. Les finances sont de toute façon le nerf de la guerre. On peut les habiller après de tout un tas de préoccupations culturelle, idéologique ou technique, en tout cas, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas d'argent. La France est exsangue après-guerre et évidemment, ça renforce peu l'intérêt des Français pour l'espace ultramarin. Il faut bien voir que les Français ne s'intéressent pas à ce qui se passe outre-mer. Il y a un sondage comme extraordinaire. Quand vont vraiment se développer les sondages, en 1950, 75% des Français déclarent ne pas se préoccuper du tout de ce qui se passe outre-mer. En 1950, hein. Donc imaginez en 1930 l'intérêt que la métropole peut porter à son empire. C'est des chiffres qu'il ne faut jamais oublier. Donc pas d'argent, un faible intérêt de l'électeur pour les colonies, c'est évidemment pas très propice à un discours colonial moderne, renouvelé et émancipateur. Alors, il y a donc un débat là entre les différents tenants. L'Algérie doit-elle constituer le navire amiral et le modèle de l'ensemble colonial, ou à l'inverse, doit-elle se replier derrière ses spécificités et laisser les autres territoires s'équilibrer? Finalement, les troupes coloniales également sont plus très encouragées à l'outre-mer. L'époque des Gallieni, des marchands, des gourous est un peu passée. Finalement, le pouvoir est aussi passé aux mains de l'autorité civile. Donc, les carrières géniales que pouvait faire un jeune officier sont plus tellement au rendez-vous. Par exemple, en témoignent les très très nombreuses demandes que font les officiers des troupes coloniales pour passer dans l'administration civile, hein, où là, il leur semble qu'il y avait des carrières. Et on le voit, c'est extraordinaire le nombre de demandes de mutation qui sont faites à ce moment-là, ce qui prouve bien que c'est là que se situe leur intérêt. Alors, s'y ajoute, à partir des années 20, on en parlait, on l'a déjà évoqué, une concurrence assez féroce entre le général Gouraud,
au Levant, entre Lyotet au Maroc et Mangin qui a la main sur les armées d'occupation en Allemagne. Donc 3 personnages énormes, hein, Gouraud, Lyotet, Mangin, qui chacun essaie de tirer à eux, je dirais, la conduite et tout ce que le potentiel que pourraient représenter leurs troupes. Et il est vrai qu'un malaise certain gagne les cadres, on le voit bien dans les rapports, etc. Cadres nombreux quittent l'armée, ou je vous le disais, tentent d'autres carrières. Également sur le plan politique, les années 30 marquent très nettement une phase de repli, de fermeture. On verra bien, qui conduira d'ailleurs à 1940. Il y a une absence de projet, un manque de réflexion, et qui conduisent à mener ce qu'on appelle d'ailleurs à l'époque, on n'hésite même pas à la qualifier ainsi, une politique d'ajournement. Alors on ajourne, on balaye sous le tapis en attendant que finalement on trouve une solution, et la classe politique évidemment est extrêmement un grand savoir-faire en la matière. Donc on mène une politique d'ajournement, c'est comme ça qu'elle est qualifiée. Sur le plan économique, là aussi, un leurre, le protectionnisme économique va éviter à la France prendre de plein fouet le choc de la crise de 29, mais elle va le reprendre encore peut-être plus gravement, mais 2 ans plus tard. En tout cas, dans un premier temps, elle a l'illusion que ces barrières qu'elle a établies avec son empire lui permettent d'éviter le gros de la vague de 29. Mais en réalité, il y a déjà un énorme déficit, et comme le soulignent énormément d'experts, à commencer par Jacques Marseille, dès les années 30, ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand capital, ce qu'on appellerait les milieux d'affaires, déserte l'empire colonial, parce que ça n'est pas rentable. Alors, ça n'est pas rentable pour l'État. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas rentable pour certaines compagnies bien particulières qui savent mettre à profit certaines exploitations. En tout cas, globalement, à partir des années 30, la République française sait que les colonies coûtent plus qu'elles ne rapportent. Donc tout ça, c'est évidemment un climat pas très favorable. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va donc développer, même si elle date de bien avant, ces 2 grandes célébrations, l'une le centenaire de l'Algérie, sur lequel je vais passer rapidement, mais qui va être sur le plan médiatique, et je suis auteur de films, donc c'est quelque chose que je connais bien, on va voir la mise en place de moyens extraordinaires. Il va y avoir vous le direz, je crois, madame, hein, des expositions, des rallyes, des films, des conférences, des livres. L'armée d'Afrique va être mise à l'honneur. Il y a des films superbes chez Pathé Gaumont où on voit les régiments de Spahis qui défilent devant les Invalides. Il y a tous les grands caïds sur leurs chevaux qui défilent dans Paris, qui défilent à Alger. Évidemment, pour la presse, c'est un grand moment de grandeur nationale. Il y a également, ce qui est intéressant, ça avait déjà été écrit dans les bulletins officiels dès 1927, mais ça passe réellement en pratique à ce moment-là, la reprise des tenues de tradition. L'armée d'Afrique, en particulier, qui avait ces superbes tenues à l'orientale, hein, les tirailleurs, les zouaves, les spahis, les chasseurs d'Afrique, les avait perdues dans la boue des tranchées. Elles étaient passées au drap moutarde, et puis, au drap bleu horizon, puis ensuite les premières au drap moutarde, le futur drap kaki. Et bien, à partir de 1927, le commandement décide de réintroduire les grandes tenues de tradition, ce qui est un symbole important. Et en 1931, ce sont les officiers qui sont dotés d'une grande tenue de tradition qui reprend un certain nombre des distinctives, les crevés par exemple pour les officiers de tirailleurs. Évidemment, tout ça est destiné à redonner un petit peu d'éclat à une armée d'outre-mer qui commence à douter d'elle-même. Donc je passe rapidement sur l'exposition de 30. Celle de 31, sachez tout de même, c'est un vieux projet. Lyotet n'a fait que reprendre un projet qui était déjà dans les cartons depuis très longtemps, mais qui avait été concurrencé par l'exposition coloniale de Marseille. Les Marseillais avaient été plus rapides. Les Français leur ont tiré la bourre en faisant l'exposition coloniale de Nogent, dans le jardin de Nogent. Je vous invite, je crois beaucoup d'entre vous ont vu les vestiges qui restent, en particulier les différents monuments aux morts aux troupes africaines et indochinoises qui sont là. Marseille reprend la main en 1925, enfin en 1922, pardon. Donc Paris n'en peut plus. Il faut qu'il y ait une expo à Paris, mais il y a tellement peu d'argent, tellement peu de moyens, finalement ça traîne encore. Lyotet, entre-temps, en plus, il y a eu les célébrations, l'exposition des arts décoratifs, l'exposition du centenaire de l'Algérie. Lyotet se bat et tout de même arrive à faire inaugurer par les plus hautes autorités de l'État, le 6 mai 1931, l'exposition coloniale. Et alors, il y a le discours de Paul Reynaud qui est célèbre, hein, ministre des colonies, la colonisation, le plus grand fait de l'histoire. Est-il vrai que nous célébrions aujourd'hui une apothéose qui soit proche d'une décadence ? Jamais, répond-il chez nous, l'élan de la pensée et son jaillissement n'ont été plus puissants qu'aujourd'hui. Notre emprise sur le monde se resserre chaque jour. On était déjà gonflé à l'époque. Hein.
Et évidemment, pour le maréchal Lyotet, qu'on a vu, qui est un personnage extraordinairement brillant, l'exposition coloniale, c'est pas simplement la fête à Neuneu, c'est pas le tour du monde en une journée. Il en a banni, par exemple, les expositions racialistes, il en a banni ce qu'on a appelé les os humains, il a interdit les pousse-pousse, il a interdit tout ce genre de pacotille qui fleurissait dans les expositions précédentes. Il veut en faire une véritable vitrine de la réussite outre-mer. Il y a des pavillons consacrés absolument à tout. Il y a les pavillons de l'industrie, les pavillons de la presse, les pavillons de l'aluminium. Enfin, c'est invraisemblable, l'exposition coloniale. C'est la plus grande exposition du siècle. Alors, 8 millions de visiteurs, plus de 30 millions de tickets vendus, c'est-à-dire que les visiteurs y venaient régulièrement, à plusieurs reprises. Et il fallait qu'elle mette en avant toutes ces choses, tout en ayant dans l'esprit de Lyotet le fait de rester, pour certains bâtiments, une exposition permanente. Il le fera d'ailleurs avec le musée permanent des colonies, qui est aujourd'hui le musée national de l'immigration. Alors, là aussi, je passerai rapidement, vous le direz dans notre communication, l'armée est très, 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 très présente. L'armée d'outre-mer est omniprésente. Il y a un énorme bâtiment avec une colonne de 80 mètres de haut, entourée de 4 boucliers en bronze, qui est le monument à l'armée coloniale. Et 1200 tirailleurs nord-africains, sénégalais et malgaches, 200 spahis et méharistes, vont à la fois faire les figurants, mais en même temps servir de guide. Enfin, quand on voit les films, il y a énormément de films sur l'exposition coloniale. Les tirailleurs sont un peu, je dirais, l'expression n'est pas péjorative, les figurants. Voilà, on se sert un petit peu d'eux. Ils représentent à la fois la plus grande France, tout en étant un petit peu les hôtesses, en quelque sorte, de cette exposition. Ça a beaucoup frappé les Français. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des albums photographiques familiaux dans lesquels on voit une petite fille qui vient toutes les semaines voir Adiba, le tirailleur. Elle revient, elle lui apporte des friandises. Et ils s'écrivent après. Il y a quand même, il y a eu des rencontres à ce moment-là. Il y a eu en tout cas un croisement. Et il y a donc des pavillons qui présentent les armes, présentent les conquêtes, présentent les bustes des personnages célèbres. Il y a encore 2 autres pavillons qui abritent l'exposition des armes combattantes, des armes et des services. Les directions des armes vont demander la production de livres absolument énormes, superbes aujourd'hui, qui font un bilan absolu du service de santé, de la remonte, du train, de l'artillerie, enfin tous les services d'intendance et évidemment les régiments d'infanterie et d'artillerie vont produire des brochures extrêmement bien faites, enfin plus que des brochures, des gros documents sur le bilan de ce qui a été mené. Alors là, vous savez qu'il y aura une contre-exposition dont aujourd'hui on parle beaucoup. On est même allé jusqu'à inaugurer place du colonel Fabien, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Récemment, nos édiles ont inauguré une plaque à l'emplacement où se tenait la contre-exposition coloniale, qui a été organisée par le Parti communiste et par les surréalistes. Contre-exposition qui a reçu 5000 visiteurs en un an. Hein. Enfin, en tout cas, ça donne lieu aujourd'hui à l'érection d'une plaque à l'endroit où elle avait lieu. Ça n'a pas été une exposition qui a eu beaucoup de sens. En revanche, ça a été intéressant parce qu'une partie a été dédiée à l'art indigène. Et ça a été le prolongement des premières manifestations et de l'intérêt des surréalistes pour les masques africains. Alors, le bilan de ces expositions, il est très mitigé, parce qu'en réalité, au-delà du spectaculaire, on s'aperçoit qu'à Saint-Cyr, par exemple, le choix des officiers pour les troupes coloniales ne bouge pas. On s'aperçoit que le nombre de demandes de jeunes voulant intégrer l'école des colonies, enfin l'école coloniale, ne bouge pas. C'est-à-dire que ça n'a pas finalement une grande incidence sur la perception qu'on peut avoir de l'espace colonial. Et c'est vrai qu'en même temps, mais ça on en reparlera plus tard, il y a des tas de mouvements, on l'a vu en Indochine, mais en Algérie, et des tas de mouvements dans lesquels, je tiens à le rappeler tout de même, énormément d'anciens combattants figurent, que ce soit au Maghreb, l'émir Khaled, qui est le petit-fils d'Abdelkader, a été capitaine de ce pays. Il y en a eu d'autres. Il y a également Abdelkader Hadjali. Au Sénégal, il y a Lamine Senghor, Galandé Diouf, qui étaient d'anciens combattants. André Matsoua, au Congo, qui était lui un ancien combattant africain des campagnes du Levant. Il y en a eu beaucoup d'autres en Guinée, au Dahomey, d'anciens combattants, évidemment, qui sont revenus porteurs d'une vision du monde, d'un rapport au monde qui n'était pas celui du jeune tirailleur avant leur départ. Et donc là aussi, cette confrontation au monde, en particulier avec la France, va évidemment laisser énormément de traces. Et cette remise en cause s'organise en mouvement.
et des chefs comme Penquin, un général extrêmement important sur lequel un jour il serait intéressant qu'on revienne. Penquin était un peu le pendant de la force jaune. Penquin prônait en Indochine, ça a été un général très important. Il était commandant supérieur des troupes. Il prônait, lui, la formation d'une classe moyenne indochinoise devant mener l'indépendance à l'Indochine, devant mener l'Indochine à l'indépendance et à l'émancipation en s'appuyant sur ses soldats. En 1914, il a demandé à rengager, il était en deuxième section, il a demandé à rengager, il s'était mis évidemment au banc de pas mal du parti colonial, et il a fini enfermé dans une maison de fous en 1915. Alors je pense qu'il était sans doute un peu... tout ça l'avait sans doute un petit peu altéré son jugement, mais c'est un personnage extraordinaire, Penquin, qui incarne réellement ce discours émancipateur, ce discours civilisateur qui arrive aux limites de l'ambiguïté coloniale. Et Lyautey aussi est un personnage extrêmement important qui aussi, d'une certaine façon, finira à côté du destin qu'on aurait pu imaginer que la République lui réserve. Voilà. Et à nouveau, en 1940, nous verrons, après encore un salon de la France d'outre-mer, à nouveau une exposition universelle en 1937 dans lequel à nouveau l'Empire mais aura une place tout à fait réduite, un salon de la France d'outre-mer en 1940 qui là vraiment le film c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais et en surimpression il y a des centaines de tirailleurs comme ça qui défilent, donc on voit bien combien la France essoufflée à nouveau fait appel, je dirais, à des vieux slogans auxquels finalement la patrie profonde ne croyait plus tellement ou n'avait peut-être jamais cru. Merci.